Bonjour Madame la Ministre, Olivia Grégoire, merci beaucoup de votre visite. Elle était très attendue, elle nous réjouit tous. La franchise est un modèle d'entrepreneuriat qui ne fait que croître d'année en année, qui permet à de nombreux entrepreneurs, diplômés ou pas, de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et votre présence est une reconnaissance pour notre secteur d'activité. Merci beaucoup de votre présence et je vous laisse avec Yves Puget pour cette interview. Merci. Merci beaucoup Véronique. Alors moi j'ai envie de commencer, d'abord merci Madame la Ministre, j'ai envie de dire, j'ai qu'un seul souci parce qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait faire ça pendant 2 heures. Mais là je crois que les organisateurs ne seraient pas contents. Ma première question, tout simplement parce que c'est très récent, c'est l'actualité, c'est le Conseil national du commerce. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous en attendez et quelles ont été les annonces de la semaine dernière. Merci Yves Puget de m'accueillir et merci à celles et ceux qui sont présents de venir m'écouter, en tout cas partager quelques informations que j'avais à cœur de partager avec vous. Le Conseil national du commerce est un conseil et un organe de discussion, de réflexion, de proposition absolument indispensable. Je peux le dire d'autant plus que je n'en ai pas eu l'idée. Le Conseil national du commerce a été une des idées fortes qui a émergé des assises du commerce qui ont eu lieu en 2020-2021 dans des années fort difficiles. Et parmi les conclusions figurait en bonne place la nécessité pour les acteurs, dans leur diversité, dans leur spécificité, dans leur implantation géographique, d'avoir un endroit où on puisse parler très largement, avec toutes ces cibles, des grands défis qui traversent aujourd'hui le monde du commerce. Et donc, j'ai créé ce conseil il y a maintenant un peu plus d'1 an. Le Conseil national du commerce, je dirais que c'est notre conseil. C'est à la fois le lieu où moi, en tant que ministre, j'ai vocation, autant que faire se peut, à faire venir des acteurs publics. Ça a été le cas, par exemple, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, ou encore des préfets de région, Marc Guillaume, et du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, pour parler des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a vocation à recevoir d'autres acteurs. L'important, c'est que vous ayez en prise directe les membres du gouvernement et ou les représentants des administrations qui portent des politiques publiques pour qu'ils puissent aussi se confronter, échanger avec vous sur les menaces et les opportunités que portent ces politiques publiques à l'endroit des commerçants. Donc c'est vraiment un lieu d'échange, ça n'est pas mon conseil, ça n'est pas non plus que le conseil des commerçants sans représentants politiques, c'est vraiment notre lieu d'échange, un peu comme d'ailleurs les acteurs de l'industrie ont le leur. Le Conseil national de l'industrie existe depuis longtemps, c'est de même niveau, de même qualité, et le commerce étant tout aussi important que l'industrie, voire plus pour la vie du quotidien, et aussi la cohésion sociale qu'il entraîne, qu'il crée, on a créé ce Conseil national du commerce. C'est un lieu où de nombreux groupes de travail ont été créés, pareil, en fonction des thématiques qui importent aux représentants des commerçants. Donc il y a des travaux aussi divers que des travaux, par exemple, sur l'attractivité du métier du commerce, mais aussi sur les baux commerciaux et la possible évolution, transformation de ces baux commerciaux, ou encore des sujets relatifs au délai de paiement, à la trésorerie, ou encore des échanges relatifs à la transition écologique dans le retail, mais aussi aux alentours du commerce, avec les politiques locales aussi de transition écologique, mais aussi d'accessibilité. Donc on parle de tout ça, et tous les 3-4 mois à peu près, on va se revoir là avant l'été, on se pose ensemble pour prendre des décisions. Il y a eu à peu près 500 participants différents, ça veut dire plus de 1200 personnes pendant 9 mois qui ont travaillé, qui continuent à s'engager dans le Conseil national du commerce. J'ai organisé pas moins de 36 réunions de travail, et nous avons, il y a un petit mois maintenant, organisé une nouvelle plénière du Conseil national du commerce, où par exemple j'ai annoncé
mais j'ai annoncé des mesures qu'on a bâties ensemble avec les acteurs du commerce. Des mesures de simplification qui ont été proposées par les acteurs commerçants eux-mêmes. J'ai proposé, par exemple, qu'on travaille, et les commerçants y ont lourdement travaillé, et ont proposé d'améliorer les procédures concernant, par exemple, les autorisations d'exploitation commerciale, les AEC. Il y avait beaucoup d'inertie, beaucoup de lenteur, il n'y avait pas de dématérialisation. Il a, par exemple, été acté et annoncé, donc c'est parti, que nous allons dématérialiser la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale, que nous réduisons aussi les délais entre le permis de construire et les autorisations d'exploitation commerciale. On a un sujet d'exploitation qui est souvent corrélé à des retards, dont certains sont liés à des délais qui étaient incompressibles. Vous avez cet exemple, par exemple, dans les projets mixtes commerce-logement, où vous pouviez perdre le bénéfice de l'autorisation d'exploitation commerciale, de l'AEC. L'AEC pouvait devenir caduque si vous ne disposiez pas du permis de construire en temps et en heure, ce qui contraignait, et ce qui peut rendre fou, le commerçant à effectuer une nouvelle demande et à repartir dans des délais de 4 à 7 ans d'attente. C'est vraiment des délais qui rendent... des délais qui, à un temps, ont peut-être pu être justifiés, mais qui, aujourd'hui, compte tenu de la rapidité, de la célérité, en vrai, de la vie économique, n'étaient plus tenables. D'ailleurs, je le dis, ni pour les commerçants, ni pour les bailleurs, et sur lesquels on a décidé d'avancer. Donc, il y a eu des travaux sur les AEC. J'ai aussi annoncé, je sais que j'ai quelques techniciens, donc je m'autorise des mots un peu techniques. On a aussi beaucoup étudié avec la Direction générale des entreprises, par exemple, les recours dits dilatoires contre des autorisations d'exploitation commerciale, dont un certain nombre étaient formés par des concurrents. Et donc, on a fait évoluer le droit en la matière en faisant en sorte que quand il y a des recours dilatoires portés par des concurrents, ils doivent désormais justifier d'un intérêt direct et affecté de manière significative pour enclencher une manœuvre, un recours face à une AEC. Voilà typiquement des décisions qui ont été discutées, portées, arbitrées au sein du CNC. On parle aussi, au-delà des AEC, des sujets d'ouverture du commerce. Ça a été l'occasion, par exemple, d'un dialogue très fort entre les préfets et les commerçants. Le préfet de région a pu s'étonner, par exemple, que dans certains secteurs, par rapport à l'Île-de-France, il y avait eu très peu de demandes d'ouverture le dimanche. Moi, je fais toujours attention, voir si c'est volontaire ou involontaire. Quand on travaille dans son commerce, quand on gère des commerces, on ne pense pas toujours à appeler la préfecture pour dire « nous, on veut ouvrir le dimanche ». Donc ça a été l'occasion pour le préfet de région de rappeler à un certain nombre d'acteurs qui ne s'étaient pas manifestés qu'ils avaient encore le temps de le faire s'ils voulaient pouvoir ouvrir le dimanche, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Dernier sujet qui a été aussi abordé, les baux commerciaux et le sujet que je sais important de la nécessaire mensualisation des loyers des commerçants, et puis ce dépôt de garantie qui pèse sur les trésoreries. J'ai pu demander à l'occasion du dernier CNC que les parties prenantes travaillent ensemble et confirmer mon souhait qu'on passe à une mensualisation des loyers commerçants, tout en prenant mes responsabilités et en actant auprès des parties prenantes que si aucun accord n'était trouvé, la loi restait un véhicule possible. Les commerçants souffrent, les franchisés se battent et sont de plus en plus nombreux. J'en profite pour féliciter les acteurs de la franchise. Plus 6% de création de franchise l'année passée, dans un secteur que je sais pas évident, avec des pans du commerce de détail qui souffrent. J'ai vraiment souhaité insister sur cette mesure de trésorerie en faveur de nos commerçants. C'est pas parce que vous faites de la perf ici, dans les commerces franchisés, que vous-même n'avez pas à confronter les difficultés de l'inflation, les difficultés aussi des factures d'énergie, mais aussi pas à confronter, mais à assumer les augmentations de salaire des vendeurs qui ont été en moyenne de 4,5-5% cette dernière année. Beaucoup de charges en plus et de la trésor compliquée.
Donc ce sont des mesures qu'on discute et qu'on met en œuvre typiquement dans le cadre du CNC. Pardonnez-moi d'avoir été un peu longue, mais au moins vous avez un aperçu de tout ce qu'on s'est dit pendant 36 réunions et 3 heures d'échange. Et ça va continuer les réunions. Oui, c'est un organe qui me survivra, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Et je crois qu'il est indispensable. Je crois qu'il est aussi indispensable dans l'état d'esprit. Un salarié sur 2 l'est grâce à des PME. 25% de la richesse de ce pays, c'est grâce aux PME. Les grands défis, la grande économie, la grande puissance économique de la France, ce sont nos très petites, nos petites et nos moyennes entreprises. Moi, je dis juste que ça va mieux en le disant et qu'il était temps qu'elles aient leurs conseils et leurs représentants. Alors, vous avez parlé des beaux commerciaux. Moi, j'ai envie de vous parler de vacances commerciales. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour défendre le commerce de centre-ville? Parce qu'ici, dans le salon, il y a beaucoup d'enseignes qu'on trouve et qu'on va retrouver encore plus en centre-ville. Quel est votre plan pour défendre le commerce de centre-ville? Je vais remettre 2 minutes en perspective. Moi, j'ai été élu en 2017. Je voudrais juste vous dire, en 1 minute quand même, faire le résumé de 2017-2022. 2017, c'est le lancement du plan Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, c'est 5 milliards d'euros qui sont venus financer, irriguer 234 communes. Si vous faites le ratio, vous mesurez l'investissement que ça représente. Ce n'est pas des petites enveloppes, ce sont des enveloppes qui sont allées irriguer de nombreux centres-villes pour améliorer les infrastructures, pour parfois rénover, pour remettre en place une politique d'accessibilité, de parking, désembouteiller des centres-villes. Ça a été fait au dernier quinquennat, c'est pas parce que ça a été fait que ça n'existe pas, et j'ai quand même à cœur de rappeler que ça n'était pas un petit investissement, puisque ce sont 5 milliards qui ont été déployés en 5 ans, auxquels il faut adjoindre 3 milliards d'euros qui ont été déployés pour soutenir et faire grandir nos petites villes de demain. Petites villes d'ailleurs dans lesquelles il est très intéressant d'observer la franchise arriver. Franchise qui peut être un tournant stratégique pour une petite ville commerciale et être extrêmement attractive pour d'autres franchisés. Moi je crois que la franchise est souvent un des points nodaux des centres-villes. On a aujourd'hui 1600 communes qui ont été accompagnées pour plus de 3 milliards d'euros, toujours dans cette même période 17-22. Donc à peu près 8 milliards d'euros d'engagement direct de l'État. Pour vous donner une idée, parce que quand on parle de milliards, c'est toujours un peu flou, et pour nous aussi, je vous rassure, 8 milliards d'euros, ça représente à peu près la baisse de CVAE, c'est-à-dire l'impôt de production, qui est en train d'être baissé chaque année, mais aussi on a déjà fait la moitié. C'est l'équivalent des baisses d'impôts de production que nous allons faire en 5 ans. C'est ce qui a été investi sur le premier quinquennat. Moi, je continue autour de 2-3 partis pris. Pareil, que je n'ai pas inventé toute seule dans mon bureau, que j'ai discuté et sur lesquels les commerçants m'ont éclairé. Il y a le sujet aussi des entrées de ville dans des villes moyennes. C'est les travaux que nous menons sur la transformation des zones d'activité commerciale. C'est important aussi parce que quand on rentre dans un territoire, c'est bien souvent la première rencontre que l'on a avec un centre-ville, c'est son entrée de ville. Et comme on a en aménagement du territoire pas non plus l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression, si votre entrée de ville elle est repoussante, c'est vrai que ça ne donne pas envie d'aller plus en avant. Donc on met 25 millions d'euros par an. On les a déjà enclenchés et la bonne nouvelle, c'est que je me bats pour que ce soit préservé et ça le sera dans l'année qui vient, pour aider les communes qui veulent transformer et rénover leur zone commerciale en entrée de ville et leur permettre de payer les premiers centaines de milliers d'euros pour amorcer la pompe et financer les études de préfiguration pour voir ce que pourrait être la zone d'activité commerciale, nouvelle version, horizon 2030. Ces zones, elles ont 60 ans quand même, donc ils méritent qu'on se pose tous la question de leur avenir, aussi pour nos commerçants. Dernier point, il y a aussi le commerce rural. Le commerce rural, c'est une véritable désaffection depuis des décennies. Imaginez, quand je suis né, c'est-à-dire pas hier, 25% des communes françaises ne disposaient d'aucun commerce.
Au moment où on se parle, c'est 62%. Donc la réalité, c'est qu'il y a eu, les années 80, 90, 2000, une véritable hécatombe dans le commerce en ruralité. Et comme on a aussi un certain nombre de citadins qu'on appelle néo-ruraux qui reviennent dans les campagnes, et de toutes les façons, je ne vous cache pas qu'ils ne reviendraient pas, il faudrait le faire quand même. On a décidé à l'époque avec la première ministre Elisabeth Borne, au sein du plan France Ruralité, pendant 3 ans de financer pour 12 millions d'euros des projets d'ouverture ou de réouverture de commerces en dur ou itinérants dans des communes rurales. Alors certains me disent, oui mais avec 12 millions tu ne fais pas grand chose. Bah, détrompez-vous, au moment où on se parle, on n'a pas fini la première vague. On a déjà 220 communes qui ont vu un commerce rouvrir en moins d'1 an, étant accompagnées jusqu'à 75 000 € directement par l'État. Pour ceux que ça intéresse, il faut se connecter sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou sur le site de sa préfecture. On peut être accompagné jusqu'à 75 000 € pour rénover, reprendre, acheter les murs, c'est très souple, d'un commerce en ruralité, et ou jusqu'à 25 000 € hors ingénierie sur un commerce itinérant. Donc l'État met aussi de l'argent, 220 commerces qui rouvrent en ruralité. Imaginez un peu, c'est plus de 180 000 compatriotes français qui retrouvent un commerce qui ouvre pas loin de chez eux. C'est aussi un enjeu à l'aune du vieillissement de la population. Moi, je n'ai pas de religion à avoir. Le commerce en centre-ville, le commerce en entrée de ville, le commerce en zone d'activité commerciale, le commerce en ruralité. Je les aime tous. La réalité, c'est que le vieillissement de notre population fait que le commerce en ruralité est aussi un enjeu de cohésion sociale. Et donc ce plan, il va continuer encore pendant 2 ans. Donc on a de quoi financer beaucoup d'autres commerces. Je pense, pour terminer, que nous avons quand même un enjeu au-delà de la diversité, je dirais, de l'accompagnement de l'État. Pour moi, on a 2 gros enjeux. J'en parlais il y a quelques instants avec les franchisés qu'on m'a présentés. Le premier, c'est qu'il y a véritablement une cohérence qu'on doit mettre de façon beaucoup plus robuste entre ce qui est proposé ou mis en place au niveau national et ce qui est porté au niveau local. Ça n'est pas la ministre, et fort heureusement, qui est la première adjointe en charge du commerce. C'est pas la ministre qui est en charge ou pas de l'animation en centre-ville. Quand vous mettez des milliards pour rénover de l'infrastructure, de l'accessibilité, et qu'en face, vous avez soit une politique d'accessibilité qui est délétère pour les commerçants, soit une absence totale d'animation commerciale du centre-ville, on pourra mettre tous les milliards qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc, les acteurs du CNC le savent, et j'en termine, cher Yves Puget. J'ai proposé une journée dédiée au centre-ville avant l'été pour qu'on se pose tranquillement, qu'on voit qu'est-ce qui marche dans les villes dynamiques au plan commercial. Il y en a plein, il y a Pau, il y a Albi, il y en a plein. Qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça converge avec l'animation centre-ville, la politique accessibilité et puis les investissements publics? Et est-ce qu'on peut dupliquer ça? Le deuxième, ça pourrait prendre une forme de pacte entre l'État et les municipalités pour s'aligner beaucoup plus en faveur de l'animation commerciale. La deuxième chose qu'on ne doit pas louper, et là je vais aller assez vite, il faut vraiment, et je crois que c'est ma mission aussi en tant que ministre, qu'on prenne ensemble le train de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Certains ont très bien pris le virage numérique, d'autres beaucoup moins bien, d'autres le subissent. J'ai aussi proposé que l'intelligence artificielle et l'innovation dans le retail, à hauteur de centre-ville, soit le prochain thème du Conseil national du commerce. Et là, j'en profite pour lancer un appel. Vous utilisez vous-même, vous portez vous-même, ou vous connaissez des solutions innovantes. Il y en a des superbes en matière d'IA, sur la gestion des stocks, sur l'animation de sa vitrine. Moi, j'ai envie que Bercy devienne aussi un endroit de test and learn, et qu'on puisse présenter aux commerçants des solutions innovantes. Vous les prenez pas, mais c'est le rôle de l'État au moins de vous les présenter. Ce sera l'objet du prochain CNC avant l'été.
Alors, je vois le temps qui passe. C'est vrai que les ministres ont toujours des réponses très longues, finalement. Ah non, mais en fait, ça dépend des ministres. Ça dépend des ministres. Non, mais je ne voudrais pas que vous partiez. De toute façon, il faut que vous y Mais je ne partirai pas, chérie. Vous allez voir des stands et c'est très important. Ma question, je ne voudrais pas que vous partiez sans me répondre à cette question. Dans une France qui souvent n'a pas le moral, dans une France où on est un pays de râleurs, c'est ce qui fait la France et son charme. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle de la franchise comme modèle d'entrepreneuriat, des gens qui osent, qui investissent? Quel est votre regard sur ce modèle économique? Déjà, la France qui ose, c'est aussi celle qui râle. Et j'ai remarqué que souvent, la France qui râle, c'est aussi la France qui gagne. Ça, c'est un petit message pour les JO. Et en plus, le mauvais point, cher Yves, c'est que je suis et très bavarde et très râleuse. Donc je ne peux pas jeter la pierre. Je le savais avant. Je suis une bonne râleuse, donc je suis une bonne ministre en termes d'incarnation. Mais ça fait aussi partie du charme français et de la French Touch. C'est aussi parce qu'on a un goût de l'excellence. Je crois qu'il y a parfois ces râleries en amont et ce partage pendant les événements. Moi, je crois que la réalité, je l'ai dit, et je n'ai pas envie de peindre une réalité qui ne serait pas là. La réalité, c'est que pas de façon homogène, mais il y a des pans du commerce de détail qui souffrent. Je pourrais me cacher derrière mon petit doigt en disant non, non, non. Il y a la conjoncture, je vous en ai parlé, je le sais. Il y a aussi les transformations structurelles qui sont, elles, plus difficiles à appréhender. Ce que je crois, c'est qu'il y a dans le modèle de franchise, et notamment aussi en raison de cette difficulté conjoncturelle, des opportunités spécifiques au modèle de la franchise. Le simple fait, par exemple, de pouvoir entreprendre en tant que franchisé sans avoir un apport ou sans aller chercher un emprunt bancaire trop massif, en étant accompagné en matière de financement, n'est pas anodin dans un monde de taux d'intérêt élevés et d'attrition du financement. Je pense aussi, de façon beaucoup plus psychologique, que entreprendre, notamment quand on est un primo-entrepreneur, et je me souviens de mes angoisses, c'est angoissant, surtout quand on n'est pas forcément entouré d'entrepreneurs. Si vous êtes fils ou femme ou mari de salarié, c'est compliqué d'entreprendre. Il y a plus de risques au démarrage que de réussite assurée. Et donc je me dis, la franchise, ça a les avantages de l'entrepreneuriat, sans nécessairement avoir tous ces inconvénients. On entre dans un réseau, on entre aussi dans une entreprise qui mutualise un certain nombre de ses compétences, de ses savoir-faire. Et donc ça peut être aussi, entre guillemets, un peu rassurant de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat par le biais de la franchise, ou d'ailleurs de quitter le monde du salariat et de se dire, bah, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais en étant adossé à un grand nom ou à une franchise. Donc je pense qu'il y a des atouts spécifiques. J'ajoute que les atouts dont je parle n'ont pas échappé aux entrepreneurs. 34% des Français souhaitent créer leur entreprise en 2022. Pour info, c'est 6 points de plus qu'en 2021. Et 44% des futurs créateurs envisagent, c'est énorme, le modèle de la franchise. Et là, ce n'est pas 4% de plus, c'est là qu'on voit aussi le talent de ce que vous faites ici, hein, sans flagornerie aucune. C'est 6 points de plus par rapport à 2019. Donc c'est assez remarquable et ça démontre qu'on a toujours envie d'entreprendre, mais pour ceux qui ont envie d'entreprendre, on a encore plus envie d'aller sur la franchise. Je pense que ce qui est intéressant enfin, c'est que le fait d'être adossé à un groupe connu, reconnu, qui a des femmes et des hommes en son sein qui peuvent vous accompagner, ça attire aussi des plus jeunes ou des moins jeunes, mais pas forcément diplômés, qualifiés, bac plus 8, ou forcément détenteurs d'un BTS d'action commerciale. Tu peux y aller en bac, et d'ailleurs j'en profite pour dire que faut pas forcément être bac plus 8 pour être bon. Il y a même des études qui démontrent l'inverse. Donc on peut y aller juste avec son niveau bac, on peut y aller avec un bac pro, et on peut être accompagné dans cette évolution. Je note que un peu plus de 40% des franchisés sont bac plus 2, bac plus 3, voire en dessous,
ce qui démontre qu'il n'y a pas de diplôme spécifique pour prendre son risque et réussir. Donc je pense que si l'aspect social est important, c'est accessible à ceux qui ne l'ont jamais fait, et c'est une façon de prendre son risque tout en étant quand même un peu réassuré. Donc je crois profondément à la franchise. Je crois même que ça peut être une... C'est pour ça que je disais un point nodal, c'est pas la bonne expression, mais je crois que la franchise est symptomatique aussi de ce qui se passe dans le commerce et dans le centre-ville. Quand on voit des franchises arriver dans des petites villes, on se dit, enfin je sais pas vous, mais moi je me dis que la petite ville va plutôt devenir une moyenne ville commerciale. Quand des franchisés font ces choix, ça dit des choses aussi aux gens qui vivent autour. Donc je pense que c'est un secteur et un écosystème plus exactement qui est promis à un bel avenir, au même titre d'ailleurs que je crois beaucoup au repreneuriat. Voilà, je crois que entreprendre de rien, et je l'ai fait, est difficile. Tenir est difficile, il ne suffit pas de créer, il faut tenir. Et la franchise ou la reprise sont des voies très intéressantes pour rejoindre l'entrepreneuriat. Allez, une dernière question, vraiment la dernière. C'est d'actualité cette année. Les JO, est-ce que le commerce montera sur le podium? Est-ce que le commerce sortira gagnant des JO? Est-ce qu'il y a des opportunités à prendre, à saisir? Bien évidemment, on va revenir sur notre ADN en conclusion et on va reprendre le dernier événement mondial qu'on ait organisé, la Coupe du Monde de rugby. Il y a un an, peu ou prou, on me mettait la Coupe du Monde de rugby au même niveau d'obstacle que les Jeux Olympiques et Paralympiques. Bon, on peut s'en parler maintenant. Bon. Après la finale que nous aurions dû gagner, ça, je m'en remets toujours pas. Si vous voulez qu'on en parle, je peux faire une petite demi-heure là-dessus. C'était un quart de finale, mais... bah oui, mais pour moi, c'est la finale. On aurait dû aller jusqu'au bout et voilà, je suis encore en colère. On est d'accord. Mais est-ce que vous vous souvenez, parce que je n'étais pas toute seule à regarder les chaînes d'infos, est-ce que vous vous souvenez de ces Irlandais, de ces Anglais qui buvaient des bières, qui buvaient des coups dans nos pubs et qui disaient face caméra un petit peu éméché, tout petit peu, qui disaient « Vous avez un sens de l'hospitalité incroyable dans ce pays ». Bon, c'est les mêmes qui râlaient avant. Donc, moi je pense qu'on râle avant parce qu'on appréhende, parce qu'on n'est pas la première destination au monde pour rien. Je suis aussi la ministre du Tourisme. Et quand on est premier, bah, on a un peu peur d'une chose, c'est de ne pas le rester, donc on se met la pression. Et quand on se met la pression, bah, ça crée des craintes, ça crée des halos négatifs. On est un peu dans cette période-là. C'est en train de se rapprocher. Il y aura une communication du gouvernement fin avril, je vous le dis, à la suite d'un grand comité interministériel pour expliquer aussi, être très clair vis-à-vis des plans de sécurité, des plans de circulation. Ça ne vous sera pas présenté au mois de juin. C'est en train d'être finalisé, ce sera présenté fin avril. Il y aura de la flexibilité. Il y aura une plateforme pour les commerçants, par exemple, qui n'auront qu'à télécharger une fois leur attestation pour aller bosser dans leur commerce et pas pendant 4 semaines de JO tous les jours, comme on a pu le connaître dans des temps difficiles il y a 3-4 ans. On a à la tête de cette organisation quand même 2 très grands commis d'État. Je sais qu'on peut avoir peur de plein de choses, mais on a là quand même 2 très grands préfets au sang-froid qui ont organisé la Coupe du Monde de rugby et des événements mondiaux. Moi, je pense qu'il suffit qu'on se retrouve devant la cérémonie d'ouverture. C'est quand même tellement français, et elle est là, la French Touch. On n'a jamais fait une cérémonie d'ouverture sur un fleuve. 2000 ans d'histoire. Il faut attendre que ça arrive à Paris pour le voir. Je sais qu'on va être fiers, tous un peu, on le dira ou pas, mais on n'est pas à l'abri que ce soit tellement beau. On n'est pas à l'abri. Il y aura toujours des râleurs, comme à la cérémonie d'ouverture du rugby, qui diront c'était trop conservateur, c'était trop ceci. En réalité, c'était une très belle cérémonie. Ceux qui ont une quarantaine d'années ont encore en tête le bicentenaire de la Révolution, organisé par Good, on s'en souvient encore. On sait, et c'est pas pour rien, accueillir le monde entier. On a une tradition touristique et on a des commerçants et des commerces de bouche, mais pas que, qui régalent les papilles du monde entier hors JO. Donc je crois au fait que le vent va tourner. Je crois par ailleurs qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait 2-3 performances qui nous enchantent et que ça change aussi la tonalité de tout ça.
après, il faut être très sincère, en politique comme dans la vie. C'est ce que je dis aux acteurs du tourisme, c'est ce que je dois dire aux acteurs du commerce. Oui, il y a toujours ce qu'on appelle des effets d'éviction. Donc oui, comme à Londres, comme à Rio, il y aura des gens qui ne viendront pas, qui viennent habituellement, qui ne viendront pas parce qu'il y aura les JO. Mais il y aura aussi, on a le droit de voir le verre vide, mais on peut aussi voir le verre plein. Il y a aussi des gens qui vont venir alors qu'ils ne viennent jamais en France parce que nous, on y vit. Mais vous avez tous, on a tous des amis, des collègues qui vivent aux États-Unis ou en Asie. Voir Paris et voir les JO en même temps, c'est quand même le rêve de centaines de milliers de gens. Et encore, je fais gaffe sur la jauge. Donc je pense qu'on va y arriver et que les commerçants, si tant est qu'ils soient informés, mais je vous l'ai dit, ce sera le fait fin avril, nous aideront à faire de ce moment un moment formidable malgré le moment d'éviction que ça créera. Je crois une dernière chose pour le commerce en dehors de la métropole parisienne, c'est comme la cérémonie sur le fleuve. Les Jeux Olympiques qui se déroulent dans plusieurs villes d'un même pays sont extrêmement rares. Londres, c'était dans plusieurs points dans la ville. Mais nous, on a plusieurs villes, on a 73 communes entre le passage de la flamme et les épreuves. Et donc, je pense aussi aux commerçants de Lille, de Bordeaux, de Lyon, qui vont avoir des épreuves et qui vont aussi pouvoir travailler. Il n'y a pas que Paris, notamment pour les JO, ce sera dans toute la France. Et le savoir-faire de nos commerçants, on le connaît. Et je sais qu'ils auront à cœur d'être à la hauteur du moment, à la hauteur de leur espoir, bien sûr en matière de chiffre d'affaires. Mais la meilleure façon de faire du chiffre d'affaires, c'est d'être à la hauteur du moment. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous donner une clé, un indicateur pour le commerce qui est très important. Le point commun entre France 98 et les JO de Londres. Et c'est ça qui a fait que ce sont notamment des réussites. Il a fait beau. La météo-dépendance. Donc, on croise les doigts. Alors, Yves, invoquez tous les dieux. Il faut qu'il fasse beau. Merci beaucoup. Merci. Et je sais que vous avez des visites de stand. Merci à vous. Merci d'avoir consacré ce temps à Franchise Expo Paris. Merci, Madame la Ministre.